Média Sorare. Le premier podcast francophone dédié à Sorare. Salut, c'est Mehdi, Magic Mehdi sur Sorare. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle édition du podcast Média Sorare. Alors, comme à chaque fois, on va évidemment parler de l'univers Sorare avec un invité qui viendra nous partager son parcours, sa stratégie, ses passions, son sujet de prédilection. Il nous racontera ses temps forts et moins forts et répondra avec moi à quelques-unes des questions posées sur le fil Twitter de Média Sorare, et j'analyserai également une galerie d'un auditeur. Lors de la précédente édition, j'ai pu accueillir Anthony alias Parieur Panache qui est venu nous parler de sa passion pour l'achat-revente à court terme. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter Corentin alias Monaco76 sur YouTube. Salut Corentin. Salut à tous et salut Mehdi. Est-ce que tu peux te présenter ? Alors comme je l'ai dit, je m'appelle Corentin, donc Monaco76, donc Monaco car c'est le club fétiche depuis toujours. 76 tout simplement parce que c'est mon département en France. Et voilà, après dans la vie de tous les jours, donc je travaille dans les ressources humaines. J'habite en Normandie à Rouen. Et voilà pour ma petite présentation. Alors pourquoi Monaco alors que tu habites à Rouen ? Tout simplement parce que en 2004, j'ai eu le bonheur d'allumer la télévision et de tomber sur l'AS Monaco à la télé. Et c'était lors du match contre la Corogne, victoire 8-3. Et c'est ce jour-là que je suis tombé amoureux de l'AS Monaco et de Monaco. Et je voyais pas porter un autre nom que Monaco comme pseudo. Tu devais être très jeune à l'époque. Je sais pas quel âge tu as là maintenant, mais ça y a quand même quelques années, quoi. Alors en effet, aujourd'hui j'ai 27 ans. Et à l'époque, j'avais 8-9 ans, parce que c'était en 2003-2004, si je dis pas de bêtises. Donc en effet, très très jeune. Ils avaient été jusqu'en finale, je pense, l'époque des Julie, etc. Bah écoute, c'est magnifique. Et Sorare, comment est-ce que tu as connu ce jeu-là ? Parce que j'ai regardé un peu sur ta chaîne YouTube. Tu l'as lancé il y a 8 mois. Tu as aujourd'hui quand même 2800 abonnés dans l'univers Sorare. C'est quand même pas mal du tout, surtout que c'est une chaîne francophone. Raconte-moi un peu ton aventure et ta découverte de Sorare. Alors j'ai découvert Sorare avec un ami... puisqu'on jouait à un jeu en ligne qui était gratuit qui s'appelle Virtua Foot. Donc cet ami-là, Colin, donc c'est mon parrain, qui dédicace à lui. Donc il m'a parlé de ce jeu. Je me suis posé beaucoup de questions sur ce jeu. Je suis allé voir quelques vidéos, dont celle de Alex Benito et de Valouz. Et je me suis dit, ouais, pourquoi pas, ça a l'air vraiment intéressant. Donc je me suis inscrit sur Sorare donc fin février. J'ai attendu un peu avant de faire le premier dépôt d'argent. Et une fois parti, voilà, j'ai mis, sans te mentir, j'ai mis 4000 € en 2-3 mois. Et pourquoi YouTube ? Tout simplement parce que j'ai décidé de partager mon aventure, un peu l'aventure d'un débutant novice sur Sorare. Et j'y ai pris goût, c'est devenu un petit peu une passion et j'ai essayé de développer ça au maximum en faisant de plus en plus de vidéos. Et comme tu dis, la communauté française, elle n'était pas énorme à l'époque, elle commence à grandir et ça se ressent au nombre de mes abonnés. Donc voilà un peu pour mon petit parcours YouTube Sorare. Et tu t'es inscrit, je vois, sur Sorare le 25 février. Donc ça veut dire que ta chaîne, tu l'as lancée assez rapidement après ton inscription ? Tout à fait, ouais. J'ai pas perdu de temps en fait, j'ai regardé un peu les vidéos et ce que je pouvais ressentir un peu sur YouTube, c'était des personnes qui avaient déjà un certain budget, un certain niveau et je me suis dit, c'est vrai qu'il n'y a pas le parcours d'un petit novice. Et c'est comme ça, je me suis dit, allez, je me lance. Je connaissais rien du tout à YouTube. Je t'avoue que je regardais très peu de vidéos avant ça. Et c'est devenu un peu, ouais, comme je t'ai dit tout à l'heure, une passion et un gros pourcentage en tout cas d'occupation de ma vie aujourd'hui. Bah écoute, c'est super, comme quoi Sorare, ça crée des vocations. Je vais pas parler pour moi avec le podcast, mais si quand même. Et sinon, dans ta vie, quelles sont tes passions ? Alors moi, les passions, comme vous pouvez tous l'imaginer, c'est le football. Donc en général, l'AS Monaco. Je m'intéresse beaucoup à de nombreux championnats, notamment le championnat belge. Encore plus grâce à Sorare puisque je connaissais un peu les bases, tout ça. Mais c'est vrai que la Jupiler est très développée sur le jeu et je me suis fortement intéressé à ces divisions-là par exemple. J'aime beaucoup voyager et j'aime dans la vie aider les gens. Et c'est pour ça aussi que je me suis mis à faire du contenu YouTube pour partager plus d'expérience et notamment sur Twitter où j'ai pu rencontrer la communauté et discuter tous les jours. D'ailleurs, c'est devenu même un quotidien pour moi de discuter avec des gens un peu virtuellement, chose que j'avais pas l'habitude auparavant, quoi. Ouais, je pense qu'on rencontre un peu tous les mêmes expériences. Et quand tu parles de voyage, est-ce que ce sont des voyages plutôt orientés foot ? Est-ce que tu vas voir Monaco jouer un peu partout ? Ou bien c'est encore quelque chose d'autre par rapport à tes voyages vacances ? C'est beaucoup aussi, ouais, pour le football, comme tu dis. L'AS Monaco, j'essaie d'aller les voir le plus possible, donc dans les stades un peu du nord de la France. Donc malheureusement, le stade Malherbe de Caen sont descendus en Ligue 2, donc ça me fait un déplacement en moins, mais beaucoup vers Lille, Lens, Paris, tout ça, quoi. Et en Coupe de France aussi quand j'ai la chance. Et sinon, j'aime beaucoup voyager aussi avec ma conjointe. Donc là, c'est plutôt
personnel, quoi. C'est des voyages pour le plaisir et la découverte. Et tes équipes, donc Rouen, si j'ai bonne mémoire, ils jouent en rouge. Monaco joue en rouge. Tu m'avais dit que dans la préparation du podcast, que tu avais de la famille aussi en Belgique. Tu supportes aussi les rouges? Standard. C'est ça, oui. C'est vraiment. Pourtant, le rouge, c'est pas une couleur que j'adore tous les jours, mais c'est vrai que les clubs que j'aime beaucoup, c'est le rouge. Voilà, les Diables Rouges de Rouen, avec un gros passé historique en France. Et le Standard, oui, comme tu disais, j'ai de la famille du côté de Charleroi pourtant, mais qui sont abonnés au stade de Sclessin, donc à Liège. Et c'est comme ça que je vais voir aussi quelques rencontres en Belgique. Ok, c'est un des stades où il y a la plus belle ambiance, en tout cas en Belgique, c'est le Standard, c'est très connu pour ça. Bah écoute, merci pour cette présentation. On va attaquer maintenant vraiment ton parcours, ton aventure dans Sorare. Donc tu nous as dit tout à l'heure que c'était grâce à Virtua Foot et à ton parrain. Est-ce que tu peux un peu plus nous en dire concernant tes débuts dans le jeu? Alors comme voilà, j'ai pris un peu de temps donc avant de mettre de l'argent. En tout, j'ai mis 4000 € dans le jeu. Donc 4000, j'ai mis 1000 € le premier mois et ainsi de suite pendant les 4 premiers mois. Au début, j'étais un peu perdu, j'avoue. J'ai acheté des joueurs un peu sur un coup de tête. Surtout que lorsque je suis arrivé, donc c'était fin février, début mars, il y a eu une grosse vague de nouveaux managers qui sont arrivés sur Sorare. Donc les prix avaient fortement augmenté. L'Ethereum donc commençait aussi à monter. C'était assez compliqué donc de rentrer dans le jeu. Et voilà, je trouvais que les prix étaient assez chers. Et à l'époque, c'était donc que des cartes rares. Il n'y avait pas de limited. Donc j'ai acheté quelques joueurs un peu entre guillemets bidons. J'ai acheté par exemple des Maxime de Kuiper, des Coin. Il est pas trop bidon, lui, ça va encore. Maxime de Kuiper, non? Bah en fait ça joue pas beaucoup. C'était vraiment sur le long terme pour moi. Tout à fait. Puisque c'est un bon joueur de football, mais aujourd'hui il évolue, si je dis pas de bêtises, en deuxième division belge, il est prêté. Donc en termes d'utilité, il m'aurait pas fortement aidé. Et du coup, voilà, j'ai acheté pas mal de joueurs un peu naïvement, et je me suis rendu compte de ma bêtise au bout de 2-3 semaines, et donc j'ai décidé de tout revendre, et j'ai attendu 2 semaines après ma revente intégrale de toute mon équipe avant de me relancer et essayer de prendre des joueurs déjà titulaires et d'un meilleur calibre. Et donc ta stratégie, alors dans un deuxième temps, c'était d'acheter quel joueur? Parce qu'aujourd'hui, donc pour présenter ta galerie aux auditeurs, elle vaut un peu moins de 6 Ethers, donc c'est quand même une belle plus-value par rapport à ton apport initial de 4000 €, ce qu'elle vaut aujourd'hui plus ou moins 20 000 € si je prends le cours de l'Ether actuel. Donc t'as fait x5, et je vois que tu as 3 cartes limited et 31 cartes rares, dont des excellents joueurs comme Morioka, qui est le GOAT de Sorare, à l'heure, Loris, etc. Donc quand t'as switché, quand t'as changé de stratégie, tu t'es focalisé sur des joueurs titulaires, et quels joueurs plus particulièrement? Alors en fait, ma stratégie, c'était de prendre des joueurs, on va dire, moyens. Ils avaient un bon niveau, mais pas des stars. Et espérer de faire des potentiels plus-values dessus. Donc il y en a, je me suis un peu loupé, hein. Par exemple, j'ai Moussa Sissako du Standard de Liège. Lui, c'est ma plus ancienne carte que j'ai aujourd'hui dans ma galerie. Mais je compte la garder parce que je sais qu'il a été formé au Paris Saint-Germain. Tout comme Lucas Bernadou. Ce sont 2 joueurs donc qui me servent très peu aujourd'hui, mais j'ai envie de garder juste pour l'espoir, pour la beauté du jeu. Mais sinon, je m'étais orienté vers des Cabral, Mateus Nunes, Joao Mario, Gonzalo Ramos, Diogo Leite, Fedal, etc. Donc c'était des joueurs plutôt moyens, un peu jeunes, avec du potentiel. Et j'ai pu faire quelques plus-values, notamment avec la hausse aussi de l'Ether. Si on regarde en euros, ça m'a fait des x4, x5 par rapport au prix auquel je les avais eus. Et à force de prendre des joueurs comme ça, de les revendre, j'ai essayé de faire une équipe un peu plus compétitive. Donc j'avais essayé de prendre déjà à l'époque Morioka, j'avais recruté Vormer, Baudard dans les buts, j'avais gardé Joao Mario en attaque, et j'avais pris Mechele en défense. Donc là, c'était quand même une équipe assez intéressante. Ça m'a fait 4-5 récompenses avec des bons classements, des top 100, tout ça en Challenger Europe. Donc c'était plutôt intéressant. Mais malheureusement, Mechele et Vormer ont été un peu écartés du groupe. Donc j'en ai profité donc pour revendre Morioka avec une plus-value de 0,250, qui n'était pas négligeable pour moi à l'époque, puisque j'avais pas un gros budget. Et avec cela, je suis reparti encore un peu sur des joueurs un peu plus moyens, encore, comme des Seferovic, Kabela, Dzyuba, etc. Jusqu'à il y a très peu de temps, où je me suis dit, voilà, franchement, j'ai beaucoup de cartes, parce que j'en avais plus d'une 50aine. Ça serait bien quand même de récupérer un peu des gros joueurs. Donc j'ai revendu pas mal de joueurs, même beaucoup. J'ai juste gardé un peu la MLS pour pas trop perdre dessus, vu que le championnat MLS vient de terminer il y a très peu de temps. Donc j'ai revendu, et je me suis dit, allez, tant pis, je reprends Morioka.
Je t'avoue que par rapport au prix où je l'avais vendu, C'est un très bon ça, choix. ça a piqué parce que je l'avais revendu 0,850 en l'ayant eu 0,600 Ether. Donc déjà pour moi c'était une belle plus-value. Et là je l'ai acheté à 1,3 Ether, tu vois, donc vraiment plein pot. Mais bon, je me suis dit pour gagner il faut les meilleurs joueurs et je décide donc d'avoir très peu de cartes, mais avoir vraiment de la qualité. Et pour l'instant, j'ai fait une seule game week avec et j'ai eu une tier 3, donc voilà, c'est le début. Donc voilà ma nouvelle stratégie aujourd'hui par rapport à mon parcours. Et je vois que t'as 3 limited. Est-ce que t'as à un moment eu plus de limited ou pas du tout? Et tout à fait. À la sortie des limited, je me suis dit allez, je suis parti dessus, un peu tête baissée, mais je pense comme beaucoup d'entre nous, les prix du début ont fortement chuté, donc j'ai perdu un peu d'argent, on va dire, dessus. Et je me suis dit aussi que je me suis rendu compte parce que j'essaye de conseiller beaucoup de personnes sur Twitter qu'il y a beaucoup de débutants aussi, entre guillemets, qui commencent avec les limited. Et de mon point de vue, je me suis dit, ouais, c'est quand même dommage que j'essaye de faire la concurrence avec ces personnes-là alors que j'ai un peu plus de budget. Donc j'ai voulu me recentrer, je me suis dit, je me débarrasse de toutes mes limited. D'ailleurs, je les ai vendus pour la plupart à des gens qui me suivent sur Twitter avec des bons prix par rapport à mes achats. Et je me suis donc orienté vers les rares. Et je me suis dit, voilà, je laisse tomber les limited. J'en ai gardé 2-3 parce que ce sont des cartes que j'aime bien, que j'affectionne. Mais je vais m'en servir, c'est juste pour l'esprit collection. Ok, donc plus la collection. Et tes objectifs donc actuels, en prenant un Morioka par exemple, t'annonces la couleur, c'est d'être performant. Tes objectifs futurs en fait par rapport justement à l'achat de ces joueurs-là, c'est quoi? C'est évidemment viser les paliers, je pense que c'est le strict minimum, mais quoi d'autre encore? Eh bien, les paliers, oui, ça, c'est une chose que je faisais déjà depuis de longs mois, on va dire. C'était mon premier objectif sur Sorare que j'ai réussi à réaliser depuis longtemps. Mais maintenant, c'est vraiment d'essayer d'attraper au moins une reward par semaine, en plus des paliers, pour économiser le plus possible et tenter de recruter un des meilleurs attaquants du jeu que j'ai pas encore, c'est Tadic. Donc voilà mon objectif personnel de mon côté. C'est un très bel objectif parce que si tu le mets avec Morioka, effectivement, t'as une grosse probabilité d'avoir 2 très gros scores par game week. Donc je peux pas te dire non, fais pas ça. Au contraire. Tu en es loin, tu crois, de cet objectif-là? Eh aujourd'hui, oui, puisque j'ai presque ou très peu d'économies. Après, c'est un peu de ma faute parce que j'avoue, aimant aider les gens, en fait, je fais beaucoup de giveaway. Donc j'avoue, je m'enrichis pas beaucoup, mais voilà, c'est un plaisir de partager ce jeu-là. Je regarde pas trop encore. C'est une erreur de ma part, je le reconnais. Je regarde pas trop l'argent encore et je prends beaucoup de plaisir et j'essaie d'aider le plus possible en faisant des giveaways, tout ça. Donc voilà, je suis un peu loin, mais je pense que si je continue à prendre mon petit objectif perso de la T3 ou T2 par semaine, peut-être en économisant, je pense que d'ici janvier-février, ça pourrait être possible. Et tu as l'intention d'attaquer par exemple de nouveau des championnats comme l'Asie ou la MLS? Tu avais dit tout à l'heure que tu avais gardé quelques cartes MLS parce qu'effectivement on les vend maintenant au rabais alors que la saison prend fin. Ça n'a pas trop de sens. Même chose pour l'Asie. Mais au niveau de tes participations dans les championnats, est-ce que tu te focalises principalement sur les championnats européens, MLS, ou bien l'Asie fait partie aussi de tes possibles objectifs? J'ai envie de te répondre qu'aujourd'hui, pour l'instant, je me suis focus là sur la D4 All-Star et la compétition Challenger. Mais c'est vrai que la MLS, j'ai 10 cartes. Il me manque juste un gardien actuellement. Donc je me dis, je vais attendre un peu, je vais essayer de trouver un bon gardien et je vais essayer de un peu pousser cette division-là pour viser un peu de reward la saison prochaine. Mais c'est vrai aussi que l'Asie, ça m'attire un peu. En fait, le championnat japonais, je trouve que j'ai vu quelques matchs, c'est quand même un bon niveau. Il y a des bons joueurs, notamment avec des joueurs qui performent et qui arrivent en Europe après, comme des Mitoma ou des Furuhashi qui sont aujourd'hui au Celtic et à l'Union Saint-Gilloise. Donc c'est vrai que c'est un championnat qui m'attire un peu. Le souci c'est pour la prise d'information. Après il y a des très bons comptes sur Twitter pour suivre un peu l'actualité japonaise. Mais oui, je pense que ça va être une porte qui va s'ouvrir dans les prochains mois. Et après mon objectif aussi sur Sorare, c'est d'essayer d'explorer le plus possible de championnats, puisque la culture du foot c'est ce qui est très beau et c'est ce qui fait aussi qu'on aime ce jeu avant toute chose. Ouais, et je pense aussi le scouting. Justement, tu me tends la perche un peu pour la rubrique prochaine, qui est vraiment le scouting. Alors de mon côté, j'ai regardé quelques-unes de tes vidéos. Et j'étais assez épaté de voir que t'aimais vraiment chercher des joueurs qui jouaient en D2. Parce qu'on parlait tout à l'heure de Maxime de Kuiper, et effectivement dans une de tes vidéos, tu parles de lui comme quoi il cartonne en D2 et qu'il est prêté par le FC Bruges. Mais donc t'as quand même annoncé pas mal de joueurs
très très intéressants qui ne sont pour le moment pas utilisables parce qu'ils jouent dans des championnats qui ne sont pas couverts par Sorare. Et d'ailleurs, avant de te laisser la parole, j'étais aussi assez étonné que t'as pas massacré les noms des Belges. Alors il y en avait des noms dedans vraiment très compliqués, des Woytens, etc. Et franchement, tu les as pas massacrés comme on a l'habitude. Enfin, moi, en tant que Belge, parfois on est assez étonné de la prononciation des noms de famille quand on écoute les chaînes françaises. Mais là, franchement, très bien. On voit que t'as de la famille, probablement à Charleroi, qui t'a aidé à prononcer bien les noms de famille. Mais donc, le scouting, dis-moi tout là-dessus. Alors tout d'abord, pour la petite parenthèse belge, je t'avoue que par exemple le club de Berscott, je l'ai découvert, c'était lors de votre premier podcast, je crois que c'est Thomas qui en a parlé, parce que je prononçais Berchot. Je t'avoue que ça c'est un truc que j'ai corrigé depuis votre premier podcast. Mais c'est vrai que les joueurs belges, ouais, je connais un peu, je m'y intéresse beaucoup, notamment comme tu dis avec ma famille, et voilà, ils sont des Wallons et ils prononcent plutôt bien les noms, donc j'ai essayé de m'inspirer d'eux. Ensuite, pour ce qui est voilà du scouting, c'est vraiment une passion que j'ai depuis tout jeune. C'était de rechercher dès que j'ai un peu de temps, je vais sur les sites de football qui recensent toute l'actualité, tout ça. Et je vais dessus, je lis beaucoup d'articles étrangers, je les traduis. J'essaye donc de scouter un peu dans les petites divisions, tout ça. Des fois, je me fais des petits kiffs personnels. Je me dis des petits objectifs. Allez, aujourd'hui, je vais voir ce qui se passe en Autriche ou quoi. Et voilà, je clique sur tous les clubs, je regarde un peu les joueurs, les performances, où ils ont été formés, parce que malgré tout, je trouve que le centre de formation, ça en dit beaucoup. Notamment, par exemple, un joueur MLS, c'est Skåne, je crois, qui joue en MLS, qui a 21 ans, international autrichien, qui a été formé à l'Ajax. Et tu te dis comment un mec formé à l'Ajax Amsterdam, peut-être en MLS aujourd'hui dans un club plutôt moyen. Donc voilà, par exemple, c'est des joueurs comme ça qui vont m'intéresser. Mais voilà, c'est une grosse passion que j'ai depuis toujours, d'éplucher les équipes. Et maintenant avec Sorare, en fait, c'est vraiment utile puisque je peux faire ce travail-là, et en plus ça peut me permettre de gagner éventuellement de l'argent dessus en trouvant donc des bons coups, en anticipant, puisque on va pas se mentir, la clé de Sorare c'est aussi beaucoup anticipation. C'est comme ça aussi on peut faire énormément et vu qu'il y a de plus en plus de managers, bah oui, il faut être de plus en plus au taquet et anticiper plus vite que les autres. C'est pas toujours facile. Et par rapport justement, quels sont les outils que tu utilises pour éplucher, pour passer du temps à essayer de dénicher des pépites? Souvent ce sont les sites d'information étrangers. Par exemple le site belge Wallfoot, tu sais que je trouve que c'est super en termes d'information belge pour nous les Français. Après j'ai pas mal de sites aussi, je vais pas tout dévoiler, que j'ai à l'étranger, notamment des sites en néerlandais, tout ça. J'ai fait beaucoup de traductions. Par exemple sur ce site néerlandais, j'avais découvert à l'avance que Hunnerstal allait être transféré donc à Twente. Donc je l'avais acheté, je crois, 200 € avec ma carte bleue, et je l'ai vendu il y a quelques semaines 1300 €, tu vois, si on parle en euros et pas en Ether. Donc voilà, j'ai réussi à faire quelques coups comme ça en traduisant beaucoup la presse étrangère. Ensuite, c'est les sites comme SofaScore, tout ça. C'est des sites basiques que tout le monde connaît. Je vais dessus, je regarde un peu les statistiques, je regarde les joueurs, je regarde ce qu'ils font. Je regarde beaucoup de vidéos aussi sur YouTube des joueurs de foot pour essayer de voir un peu ce que ça peut donner. Et voilà, il n'y a pas vraiment de secret, c'est beaucoup de la recherche personnelle. Et j'ai un carnet, par exemple chez moi aussi, sur lequel je note tous les joueurs qui semblent intéressants, tout ça. Comme par exemple, dans mes premières vidéos scouting, j'avais été voir un peu en D2 belge, et à l'époque, j'avais vu que Dante Van Zer, qui était déjà sur Sorare, mais la carte a servi à rien, il explosait tout en division 2 belge, et je crois que je l'avais mis dans l'une de mes premières vidéos. Magnifique. Et c'est surtout quoi, le championnat belge, ou bien vraiment c'est le championnat Pays-Bas aussi, ou bien encore d'autres championnats, je sais pas, l'Italie, l'Espagne, en dehors des gros championnats européens? Je trouve que depuis je suis sur Sorare, avant, enfin un peu comme un fan de football, je regardais les gros championnats. Et aujourd'hui, je suis plus passionné par les petits championnats, notamment, comme tu disais, la Belgique, les Pays-Bas, le Portugal aussi, qui m'intéresse fortement. Et voilà, c'est des championnats qui sont un peu méconnus du grand public. Et dedans, il y a vraiment des perles. En tout cas, nous, on les reconnaît grâce aux notes aussi en statistiques sur Sorare. Donc voilà, c'est une nouvelle passion qui s'est un peu créée grâce à Sorare en m'attachant plus aux petits championnats. Mais sinon, après, oui, je connais un peu les gros championnats, bien évidemment. J'ai la chance d'avoir une conjointe espagnole, donc je maîtrise un peu la langue. Donc pareil, pour la presse espagnole, ça m'aide beaucoup, notamment pour les championnats péruviens, tout ça. Donc voilà. Par rapport justement au championnat espagnol, donc ta femme, ta compagne te traduit tout, ça va, tu l'ennuies pas trop quand elle doit te traduire, je sais pas combien d'articles.
C'est un peu la galère des fois, elle est pas toujours d'accord pour traduire, mais bon, il y a des très bons sites et je commence quand même à bien maîtriser la langue. J'ai cette chance-là, mais sinon c'est vrai qu'elle est un peu ennuyée de Sorare, du football, tout ça, elle en a un peu marre. Mais je pense que les 3/4 de nos femmes sont un peu dans, dans ce cas de figure. Moi, je lève mon joker. Je ne dirai rien là-dessus. Tu parlais du championnat portugais. Quand tu vas chercher des petites pépites un peu partout ou des jeunes à potentiel, est-ce que c'est dans l'optique aussi qu'un jour Sorare couvre tout le championnat portugais? T'essayes d'anticiper aussi là-dessus? Oui, aussi, ouais. Ça fait partie de mes critères. Je me dis quel championnat demain Sorare pourrait couvrir. Je me suis fait une liste d'ailleurs de toutes les cartes Sorare qui existaient dans les championnats non couverts pour avoir un peu un aperçu, et c'est vrai qu'il y a des championnats, je me pose souvent cette question-là, je pense comme beaucoup de managers, parce que c'est vrai que si tu arrives à avoir les cartes pas couvertes d'un championnat et que demain Sorare t'annonce la couverture, et ben je pense que ça peut faire jackpot. Mais bon, après il faut beaucoup de finances en avance pour pouvoir anticiper tout ça. Mais c'est vrai que ça fait partie aussi de mes critères de scouting. Et c'est là que tu fais le lien aussi avec ta chaîne YouTube? Tout à fait, parce que comme j'adore scouter, je me suis dit allez, je vais essayer de créer plus de vidéos possibles sur le scouting, en essayant de montrer un peu mon travail, comment je faisais, les sites que j'utilisais, Sorare Data notamment, très très important. Donc voilà, ouais, ça me permet de faire des vidéos plutôt intéressantes. C'est sur celle-ci que j'ai plus de visualisation, hein. C'est vraiment une source d'inspiration pour ma chaîne YouTube en tout cas. Et la vidéo que j'avais regardée justement où tu parlais des joueurs à potentiel qui jouaient en Division 2 dans pas mal de championnats, tu partageais évidemment les noms, tu dis plusieurs fois, tu as même précisé que tu n'avais pas acheté ces joueurs-là et que évidemment en donnant l'information, il y a de gros risques que tes auditeurs achètent la carte avant toi. Ça ne te pose pas de problème? Eh ben non, parce que j'ai pris cette décision donc de partager tout avec eux, donc c'est pour ça. Des fois non plus, j'ai pas non plus la monnaie suffisante, donc j'essaie de donner mes bons coups. Si ça peut profiter aux autres, et ben tant mieux. Et au début, j'achetais les joueurs et des fois j'en parlais, mais ça pouvait créer aussi un petit peu un phénomène de hype. Et j'ai eu quelques reproches dessus aussi, comme quoi je faisais gonfler les prix. Donc c'est pas du tout mon objectif, et c'est pour ça aussi maintenant je fais mes vidéos, je les sors et après j'achète les joueurs. Donc comme ça, voilà, ça permet de profiter à tout le monde et de partir tous sur le même pied d'égalité, même pour moi. C'est très bien. De toute façon, ton objectif, comme tu as dit, c'est essayer d'avoir vraiment maintenant du lourd en rare à aligner pour essayer d'être dans le top 100 et d'avoir des beaux rewards. Donc si on a un gros budget, on peut difficilement investir dans des bons joueurs qui vont pouvoir t'amener beaucoup plus haut dans les résultats dans les Game Week, et en même temps investir sur le long terme, parce que finalement acheter maintenant des joueurs qui sont en Division 2, ils ne seront, sauf exception lors du mercato d'hiver par exemple, mais ils ne seront utilisables au minimum que la saison prochaine. Donc il faut mais c'est une excellente idée en tout cas pour tous les petits portefeuilles, les petits budgets qui veulent jouer à Sorare, et ça s'apparente plus en fait à du buy and hold. Donc ils achètent, ils gardent, et puis en vue d'une revente. Et c'est vrai que ces joueurs-là, s'ils deviennent utilisables sur Sorare, le prix va plus que doubler certainement pour des gardiens. Par rapport à ta chaîne YouTube, quels sont ton objectif pour la chaîne ou tes objectifs pour la chaîne? Qu'est-ce qui te ferait rêver? Qu'est-ce qui te ferait kiffer? Alors pour moi, le plus gros objectif de ma chaîne, ça serait, d'ici 2-3 ans, avoir au moins 10 000 abonnés. Mais bon, je sais bien que les abonnés viendront en fonction du travail aussi intérieur de Sorare, l'entreprise, puisque c'est un peu grâce à eux aussi que nos chaînes, à tous les petits youtubeurs sorariens entre guillemets, montent. Donc voilà, ça serait vraiment d'arriver à avoir une belle communauté, d'essayer de représenter le plus possible ce beau jeu. Et voilà, et mon gros projet, je t'en avais parlé un peu en off, ce serait de faire une rencontre avec de nombreux managers, d'aller les visiter dans leur ville et de faire une sorte d'émission reportage, un peu émission découverte sur des managers, et mettre un peu la lumière sur eux, sur leur ville, tout ça. Et ça serait un de mes gros rêves, en tout cas, pour ma chaîne YouTube. Mais pour l'instant, je continue à prendre du plaisir à faire mon petit scouting de mon côté, avec les quelques personnes qui me suivent. Enfin, il y a presque 3000, donc c'est déjà énorme. Je pensais pas avoir autant de personnes. T'es pas très très loin des 10 000, hein. Ouais, on peut dire ça. Il y a encore du travail, c'est énormément de travail. Et c'est vrai que ton rêve est vraiment pas mal. Tu pourras combiner voyage et vidéo, Sorare, enfin c'est top. C'est ça serait vraiment la folie. Mais je commence déjà de mon côté à commencer à m'équiper
le plus possible pour faire des vidéos de meilleure qualité, parce que pour l'instant j'ai vraiment le strict minimum, juste une caméra et un casque, et voilà. Bah écoute, ça passe très bien. En tout cas, moi j'étais assez étonné de la qualité de tes vidéos et du montage et tout. C'est vraiment sympa à regarder. Eh ben merci. Corentin, on va passer à la rubrique prochaine qui est l'analyse de galerie. Alors pour le coup, on avait essayé lors de la dernière édition de faire une analyse, mais c'était un peu trop long et c'est vrai que quand ça se fait sur un podcast, ça peut paraître long et puis c'est difficile à visualiser. Donc je vais choisir là une galerie que je vais analyser moi-même et ça sera le cas pour tous les prochains podcasts. Et pour cette galerie, j'ai choisi Marusuke, donc qui a posté le lien vers sa galerie sur le tweet de Mediasorar. Et Marusuke, alors si tu nous entends, j'analyse ta galerie. Il est sur Sorare depuis le début du mois de septembre. Alors ses objectifs, c'est essayer de prendre des bénéfices sur l'achat-revente court terme. Pour le moment, il a 31 cartes, il en a 24 limited et 7 rares. Sa galerie vaut un peu moins de 1 Ether, 0.8. Alors il m'a dit son budget était limité, il pouvait pas mettre quelque chose en plus. Et en fait, j'ai choisi cette galerie parce que je reçois assez régulièrement des demandes de managers qui ont des budgets limités, des petits budgets, qui demandent tiens, est-ce que ça serait mieux d'aller vers les limited, est-ce que ça serait mieux d'aller vers les rares. Après, il n'y a pas de réponse toute faite, tout dépend un peu du profil. Là, tu avais donné tout à l'heure l'exemple de pourquoi pas investir dans des joueurs qui ne sont pas utilisables mais qui pourraient être utilisables très prochainement quand ils jouent en D2 dans des équipes qui visent la montée ou bien des très jeunes joueurs qui sont prêtés par des gros clubs. Mais donc là, ça peut être une stratégie d'astager les joueurs et puis de regarder et de faire des plus-values, mais alors c'est sur le long terme. Mais par contre, pour ceux qui veulent vraiment jouer à Sorare, qui sont intéressés par le SO5 et qui ont des petits budgets, là c'est évidemment un peu plus compliqué. Alors Marusuke, qu'est-ce qu'il m'a dit ? Il m'a dit, écoute Mehdi, moi je voudrais, j'aime le jeu, j'aime bien prendre du plaisir, je prends beaucoup de plaisir plutôt, et je voudrais viser des paliers et améliorer ma team en ASD4 avant la refonte du gameplay. Ça passe évidemment par de l'achat-revente sur court terme. Alors dans ces cartes, donc il y en a 31, 24 limited et 7 rares. Il a 4 gardiens limited dont un seul est titulaire qui est le très bon gardien de Courtrai qui est U23 qui est Illich. Il a aucun gardien rare, mais il y a beaucoup de managers qui se retrouvent dans cette situation-là, qui essaient d'acheter 4 joueurs de champ en utilisant un gardien common pour essayer de viser au moins le premier palier. Il a 11 défenseurs limited, dont plusieurs titulaires, Thiago Martins, Vertonghen et plusieurs jeunes à potentiel. Dans la galerie, il y a beaucoup de jeunes, Ensoki, Bremt, Bello qui joue à Atlanta ou Balerdi. Et il a 2 défenseurs rares, Alexander Grant qui joue Pohang Steelers en Corée, donc un championnat qui va bientôt terminer, et Dimitri Lavallée qui est un jeune défenseur de Saint-Tron. Il a 7 milieux limited, mais là pour le coup il a Lindel qui est un ancien mais qui score très bien. Il a Max-Alain Gradel dont l'équipe turque vient d'être incorporée et couvert par Sorare, et il a des jeunes aussi qui scorent pas mal comme De Ketelaar de Bruges ou Torchfett de Genk, et il a 3 joueurs rares, essentiellement des jeunes, dont Leonardo Lopez qui joue au Cercle de Bruges et les 2 autres qui jouent en Asie. Donc Marusuke, il a énormément de joueurs asiatiques. À mon avis, son nom de manager, il a déjà une consonance asiatique. Donc, mon avis, c'est la raison pour laquelle il a beaucoup de joueurs asiatiques. Et alors, au niveau des attaquants, il a 2 limited, Noah Lang et Douvikas, 2 jeunes gros joueurs à potentiel, et puis 2 cartes rares qui est l'attaquant Suzuki de Saint-Tron et Müller qui joue à Orlando. Donc, voilà, il voudrait dénicher des pépites et il a évidemment une affection pour l'Asie. Il ne compte pas réinjecter donc des éthers. Donc sa stratégie finalement, elle est assez limitée. Pour pouvoir acheter des joueurs rares et essayer de viser des paliers, c'est essayer de faire un maximum d'achat-revente à court terme avec des bons bénéfices. Il a pas mal de joueurs asiatiques, mais c'est pas là-dessus qu'il fera des belles plus-values actuellement. Donc il doit essayer d'acheter au bon moment des joueurs. Je pense que la stratégie qui avait été donnée par Parieur Panache que j'avais accueilli lors d'un podcast, lui il regardait en fait les calendriers des équipes et en fonction des adversaires, si les adversaires n'étaient pas super performants, il a essayé d'acheter ce joueur-là. Et je pense que c'est effectivement une bonne stratégie parce que s'il achète un joueur d'une équipe assez forte qui va jouer contre des équipes faibles, il y a de fortes chances qu'après 3 à 4 matchs, sa valeur va augmenter parce qu'il va bien scorer. Et ça peut être une très très bonne stratégie à utiliser. Et sinon, il a
pas mal de gardiens common, comme Neuer, qui pourrait utiliser. Donc moi, dans un premier temps, je lui dirais, écoute, Neuer, il a Nübel aussi, Lafont, en gardien common, ça peut le faire. Il a Vertonghen qui peut utiliser et qui score très très bien à Benfica. Il peut toujours utiliser ses joueurs asiatiques tant que les championnats sont en cours. Et en rare milieu, il y a Leonardo Lopez. Là, c'est un peu limite parce que Cercle Bruges, pour le moment, est au fond du classement et donc c'est difficile d'avoir des joueurs qui scorent bien régulièrement quand ils jouent dans des équipes faibles. Et par contre, en attaque, il a Suzuki qui revient et qui est vraiment pas mal du tout. Donc là, Suzuki, un gardien common, Vertonghen, ça lui fait 3 bons joueurs, mais pour moi, il pourrait utiliser Leonardo Lopez en espérant qu'il fasse des bons scores, mais il lui manque évidemment un autre joueur rare. La stratégie qu'il avait pris en limited de prendre par exemple Lindel, qui est un vieux joueur mais qui score pas mal, ça peut être une alternative aussi intéressante pour viser les paliers, parce que des jeunes qui scorent bien, en général, ça coûte très très cher en rare. Par contre, des joueurs assez vieux, voire même très vieux, pourraient être rapidement rentabilisés à partir du moment où on touche des paliers, parce que forcément ces joueurs-là sont moins chers à l'achat. Corentin, je sais pas ce que toi tu en penses, c'est vrai que tu découvres la galerie en même temps que les auditeurs, mais quelle est ta vue par rapport à ça? Je rejoins plutôt ton avis sur la proposition de faire un peu d'achat-revente pour gonfler un peu son budget, puisque moi le conseil que je pourrais lui donner, c'est soit de limiter un peu, donc c'est le cas de le dire, limiter les limited en revendant toutes celles qui vont pas trop lui servir, et d'essayer d'acheter vraiment des joueurs plus utiles entre guillemets, qui pourront lui apporter plus de sérénité un peu dans son équipe, c'est-à-dire plus de résultats positifs. Donc soit de se concentrer sur l'achat de joueurs rares, ou bien de continuer dans le chemin des limited avec des joueurs un peu plus performants. Mais je pense que oui, la galerie elle est peut-être un peu trop chargée, qu'il faudrait peut-être faire quelques reventes ou de l'achat-revente, comme tu dis, pour pouvoir repartir sur de bons rails. Ouais, il y a des managers qui ont des très très belles cartes limited, et alors ce qu'ils font, c'est qu'ils essayent de vendre leur reward et ensuite réinvestir le produit de leur vente dans des cartes rares. Je pense que c'est aussi une excellente stratégie à faire. Donc voilà, Marusuke, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu as une bonne base en limited. En rare, c'est un peu plus compliqué, mais je pense que en continuant petit à petit, comme tu le fais, en faisant des achats-reventes, tu pourras acheter des joueurs qui scorent pas mal en rare, qui seront, je pense, forcément vieux, mais qui sont toujours très très utiles. Il y a beaucoup de managers qui sont réticents, c'est souvent des nouveaux managers, qui sont réticents à acheter des vieux en disant « Ouais, mais bon, je pourrais l'utiliser que 6 mois ou 1 an. » Ouais, mais en attendant, en 6 mois, en 1 an, ils sont très rapidement rentabilisés. En tout cas, ça c'est mon expérience personnelle et l'expérience que partagent beaucoup d'autres managers expérimentés. Il faut pas avoir peur d'acheter des joueurs qui ont 34, 35, 36 ans à partir du moment où ils sont titulaires indiscutables et qui scorent bien, parce que vous allez les rentabiliser beaucoup plus vite que des jeunes que vous allez payer cher et dont les scores sont, plus, je vais pas dire alternatifs, mais parfois c'est sur courant alternatif, ouais, de temps en temps. Il y a des bons scores, il y a des moins bons, tandis que des vieux en général qui scorent bien, il y a un peu plus de constance et de stabilité au niveau du scoring. Corentin, on va passer au questionnaire rapide maintenant. Alors, ton joueur préféré dans la vie réelle et sur Sorare. Et pourquoi? Alors, je vais te faire une réponse multiple, parce que mon joueur préféré, c'était Ludovic Jouli. Donc aujourd'hui, il joue plus, malheureusement, mais bon, voilà, avec l'âge, c'est compréhensif. Sinon, j'aime beaucoup Brozovic, de l'Inter de Milan, puisque je trouve que c'est vraiment un soldat, très combatif, et c'est vraiment un état d'esprit que j'aime. Mais sur Sorare, mon joueur préféré, c'est Tadic, donc je ne possède pas encore. Non, j'ai bien compris. Et je comprends maintenant pourquoi tu le veux autant. Qu'est-ce que t'aimes bien chez Tadic? J'adore aussi, mais je trouve que c'est vraiment le type d'attaquant qui va faire les passes décisives et qui sait marquer aussi. Et c'est vraiment, je trouve que c'est un peu comme un numéro 10, quoi. Et en termes d'attaquant, très rare d'avoir d'aussi bonnes notes aussi régulières. Et je pense que c'est le numéro 1 sur le jeu actuellement. Ouais, un des numéros 1 avec Morioka aussi, que tu as déjà. Mais c'est vrai, Tadic, il est juste énorme. Bon, c'est vrai que l'Ajax écrase le championnat, mais même en Champions League aussi, ils sont excessivement forts. Mais moi, j'adore Tadic parce c'est un beau joueur. Il est beau à voir jouer, il est très technique, il a un toucher de balle absolument magnifique. C'est même étonnant qu'il ait pas joué dans un autre championnat, mais c'est vraiment un régal de le voir jouer. Je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Alors, j'ai regardé sur Sorare Data, tu as une victoire.
Et oui, donc C'était une victoire quand donc en D5. Et dans quoi? En D5 America. Et pour la petite anecdote, c'est avec l'équipe qui m'a coûté la moins chère du jeu, c'est-à-dire j'avais acheté 5 péruviens pour 0,050 Ether. Et première game week, je l'aimais et j'avais carrément oublié leur match pour te dire vrai. Et à 2h du matin, je recevais des messages justement de Twitter et je recevais bien joué ton champion et tout. Et je me suis dit qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette bêtise? C'est un prank, c'est pas possible. Du coup, je me connecte et je vois ils avaient 410 points parce qu'ils avaient gagné 4-0 avec le gardien de but qui sort un penalty. Voilà. Donc voilà, c'était ma plus belle victoire et mon top 1 en D5 américain. C'est un magnifique alignement de planètes. C'est quoi? C'était dès que c'était le Universitario, c'était ça le club qui venait d'être mis en sur Sorare? C'est ça, c'était l'Universitario, le seul club qui existait. Et les 5 joueurs, voilà, je les ai un peu recrutés au hasard, je t'avoue. Histoire de dire, allez, on se lance dans le championnat péruvien. Et voilà, c'était juste incroyable. Ah, c'est énorme. Et tu te rappelles du score total que t'avais eu? Je crois que j'avais eu 407 points. C'était pas énorme, ouais. mais c'était, voilà, ça avait suffi. C'était suffisant. Au début. Ouais. Voilà. Ta plus belle récompense, est-ce que c'était là? Ma plus belle récompense, c'était donc en D4 Challenger où j'ai fini 17ème et j'avais eu le goal remplaçant Bart Verbruggen de Anderlecht. Que tu as revendu entre-temps ou tu l'as toujours? Il m'a permis de faire un échange pour avoir Sébastien Haller en plus d'une petite somme d'Ether. Donc voilà, très bien utilisé. Ah ouais, plutôt. Et ton plus beau coup justement au niveau de tes trades, c'était quoi? Bah mon pire coup, je dirais, c'était quand j'ai investi sur Mechele et Vormer, puisqu'ils tournaient très bien avec leur club, ils étaient super performants. Et 10 jours après, j'ai fait 2 game week avec. J'ai eu 2 récompenses. L'entraîneur les a fait sortir de l'effectif, notamment le match contre le Paris Saint-Germain à l'aller. Et depuis, ils ont fortement disparu des radars. Ils ont réapparu un peu il y a très peu de temps. Mais voilà, j'ai dû du coup m'en séparer puisqu'ils me servaient à rien. Et j'avais un Morioka avec eux, donc pareil, qui m'était un peu inutile pour le coup. Donc voilà, je pense que c'était mon pire coup. Et les 3 onglets qui sont toujours ouverts quand tu es sur Sorare? Alors mes 3 onglets, ce sont Twitter, Sorare Data, l'outil indispensable, et Soccerway. C'est un site avec une grosse base d'informations sur tous les joueurs, tout ça, que j'utilise depuis de nombreuses années. C'est la première fois que j'entends Soccerway. C'est quoi? C'est un équivalent de Flashcore ou C'est ça. Ok, super. Écoute, on arrive à la dernière rubrique, qui sont les questions-réponses des auditeurs. Donc, tu avais retweeté en fait le fait que tu étais invité sur le podcast, et il y a pas mal de tes abonnés ou des personnes qui suivent aussi Média Sorare qui ont posé plusieurs questions. Alors dedans, il y avait vraiment énormément de questions qui sont très très pertinentes, mais qui demandent aussi parfois presque tout un débat. Je pense par exemple à la question de l'Ether. Donc, est-ce que on réfléchit en Ether ou faut-il réfléchir en euros? Ça, je pense que c'est une question qui pourrait prendre tout un podcast, tellement elle est complexe. Corentin, toi, qu'est-ce que t'en penses? Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je trouve qu'il n'y a pas forcément de bonne ou mauvaise réponse en disant j'utilise l'euro ou j'utilise l'Ether. Je peux juste constater que souvent ce sont les nouveaux joueurs donc qui vont utiliser comme repère l'euro. Moi, j'avoue qu'aujourd'hui j'utilise beaucoup l'Ether et que auparavant c'était l'euro aussi. Donc voilà, je pense pas qu'il n'y a pas forcément de mauvaise réponse ou de bonne réponse sur ce sujet, et c'est assez complexe. Oui, c'est un débat qu'on voit régulièrement sur les réseaux sociaux. Parfois, il y en a qui s'écharpent de non, mais il faut réfléchir en ci, il faut réfléchir en ça. Moi personnellement, il y a plusieurs réponses, comme tu dis, qui sont valables. Quelqu'un qui commence à jouer dans Sorare et qui était déjà investi dans les crypto-monnaies, donc qui a utilisé ses Ethers pour commencer son aventure dans Sorare, évidemment, lui, l'Ether, ça sera sa monnaie de référence, parce que s'il investit 2 Ethers, il regardera évidemment que ces 2 Ethers produisent d'autres Ethers avec le temps, et l'achat-revente sera aussi important au niveau des Ethers. Alors, si je prends mon exemple personnel, moi j'ai investi d'abord en euros et je convertissais en fait, tu le convertis en Ether lors de l'achat des joueurs, mais là ça fait quelques mois évidemment que je n'investis absolument plus rien, je réinvestis le produit de mes ventes, des rewards, des choses comme ça, et donc évidemment là
je fonctionne principalement en Ether puisque j'essaye d'optimiser ma galerie et je fais de l'achat-vente en Ether. Mais comme tu dis, toutes les réponses, tous les points de vue sont possibles. On y reviendra peut-être dans un autre podcast. Alors une deuxième question où tu avais déjà donné quelques éléments de réponse tout à l'heure, c'est que faire de ces petites cartes qui ne servent plus, donc l'horreur, croix bleue ou voire croix rouge. Est-ce qu'on les vend à perte, on les échange? Quel est ton point de vue par rapport à ça? Eh ben, les points de vue peuvent diverger un peu puisque certains vont y voir des cartes inutiles et d'autres comme moi, des fois je pense que ça peut être des cartes qui, ok, aujourd'hui ça sert à rien, mais dans 1 an ou 2 ans ça peut valoir des centaines ou voire des milliers d'euros, on sait pas. Donc voilà, hein, après il y en a beaucoup qui gardent des cartes comme ça. Moi je serais plutôt d'avis à les garder. J'en ai 2-3, je les garde puisque je me dis ça fait un peu collection et avec la magie de Sora entre guillemets, avec tous les championnats qui sortent et qui sont couverts et qui ne l'étaient pas, ça peut être de bonnes choses. Donc voilà, il y a plusieurs solutions possibles. C'est sûr, si tu as besoin un peu de finances, je te conseille de les vendre, puisque si tu as besoin d'argent pour les réinvestir pour pouvoir jouer, mais lorsque tu as quand même un petit capital, un petit peu de joueur, là je te conseillerais de les garder au lieu de vendre à perte. Sauf si bien sûr le joueur est parti à la retraite, là c'est encore un autre sujet. Ouais, c'était une question La première question, en fait, c'était de Vic Vac. Et la deuxième question, elle avait été posée par... je retrouve pas tout de suite son nom. C'était Pistoche. Voilà. Une autre question. À budget limité, est-ce qu'il vaut mieux viser une team équilibrée ou avoir un joueur clé bien plus cher que les autres et mettre moins de budget sur le reste? C'est une question de Karelito Djokovic. J'en suis le premier exemple puisque dans ma team rare, j'ai Morioka et Aller et à côté j'ai des joueurs qui valent un peu moins cher comme Brozovic et De Vrij ou bien le défenseur Skriniar. Donc voilà, après moi je pense que c'est une bonne solution parce qu'il faut à terme avoir des joueurs qui scorent et puis ces joueurs qui performent, c'est ceux-là qui vont te donner les clés pour avoir les récompenses, les rewards. Et donc moi je trouve que c'est bien d'en avoir. Je trouve que c'est plutôt positif et après avec les petites rewards que tu auras ou les paliers, tu réinvestiras pour en avoir plus possible et avoir au final une équipe comme ça que de gros talents. Ouais. Question de Domenigno. Elle est très simple. Limited ou rare? J'ai déjà répondu pour ma part puisque je suis parti sur les rares comme j'étais auparavant à mes débuts puisqu'il n'existait que ça certes. Mais ouais, moi je suis plutôt côté rare aujourd'hui et après les limited, je trouve ça très bien pour ceux qui veulent prendre du plaisir en jouant au football, un jeu de football comme ça, sans mettre trop d'argent. Je trouve que le côté limited, il est très bien pour toutes ces personnes-là. Ouais, parce que c'est plus abordable, mais c'est vrai que ceux qui voudraient avoir les paliers, c'est un investissement comme un autre. C'est essayer de mettre des bons joueurs rares, pas trop chers, pour essayer de viser ces paliers. Tout dépend évidemment du cours de l'Ether. C'est plutôt intéressant quand on cherche à sortir quelques petits bénéfices ou en euros. Voilà, c'est sympa comme argent de poche toujours. Une question de Gloobs. Question intéressante. Comment est-ce que tu vois Sorare sur le moyen et long terme? Est-ce que tu crois qu'on est toujours dans la phase de début, en sachant qu'aujourd'hui, il y a un peu plus de 60 000 managers qui ont acheté au moins une carte? Il y en a évidemment beaucoup plus qui jouent avec les commons. Quel est ton point de vue par rapport au développement de Sorare? Pour moi, Sorare, c'est un peu une machine de guerre et je pense qu'on est effectivement encore au début, le jeu il a 2 ans et demi peut-être. Et donc oui, moi je pense qu'on est encore au début. Notamment du fait qu'en plus il n'y a pas encore d'application qui est sortie. Je pense que le jour où l'application va sortir, on va avoir encore plus de joueurs puisque ça sera encore plus simple d'accès. Puisque là tout de suite il faut prendre si t'es sur portable ou sur ton iPhone, il faut que tu ailles taper sur Google le jeu Sorare pour te connecter, ainsi de suite, en attendant l'application. Donc je pense vraiment que ça peut être source de revenus en termes de nouveaux managers et le jeu va prendre encore de la valeur. Encore aujourd'hui, à l'heure où nous tournons cette vidéo, la Russie qui rejoint Sorare, ça va faire un gros coup de pub. Lorsque tu regardes les matchs de la Liga espagnole et tu vois Sorare sur les panneaux publicitaires, c'est quand même assez incroyable. Moi je pense qu'on est vraiment au début et que ça peut vraiment, il y a vraiment beaucoup de solutions pour l'avenir sur ce jeu. Donc voilà mon point de vue là-dessus. Je te rejoins parfaitement et puis quand tu entends aussi l'objectif, on va pas revenir à chaque fois sur la dernière levée de fonds qui est juste énorme et qui fait de Sorare une licorne dans l'univers des startups
play to earn, etc. Mais l'objectif clairement de Nicolas Julia, il s'en est pas caché, c'est essayer de construire la plus grosse plateforme de divertissement sportif au monde. Rien de moins que ça. Et je pense effectivement qu'ils ont les éléments et en tout cas le budget maintenant clairement pour atteindre ces objectifs avec l'ouverture du bureau à New York, d'autres sports qui seront couverts. Mais pour revenir principalement au foot, effectivement, quand on voit le nombre de passionnés de foot et je pense que la marge de progression est encore énorme. Corentin, je te remercie pour tes partages, pour tes conseils également, pour ton implication également avec ta chaîne YouTube. Je pense que ça m'étonne pas finalement que tu aies quasiment 3000 abonnés aujourd'hui. T'es quelqu'un qui est très ouvert et qui s'intéresse vraiment au foot. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose à l'intention des auditeurs pour terminer cette émission? Alors déjà je vous remercie de nous avoir tous écoutés et en effet voilà, mon point de vue sur Sorare c'est vraiment la simplicité, le partage et notamment du coup sur le partage, rien que pour vous remercier à tes auditeurs, je suis pas venu les mains vides puisque j'ai un petit concours pour eux, donc pour gagner Witzel, l'international belge de Dortmund, puisque tu es belge donc je te fais une petite dédicace par la même Mehdi. Axel, donc voilà, un ancien joueur du Standard en plus. C'est ça. Donc pour participer, il suffira juste de retweeter le post de Mediasorare lorsque l'émission va sortir et de follow donc le compte Mediasorare et mon compte afin que je puisse faire un tirage au sort d'ici le 6 décembre on va dire. Donc voilà. Pour la Saint-Nicolas chez nous en Belgique. Et je pense qu'on l'a fait aussi dans le nord dans certains endroits dans le nord de la France. Écoute, merci beaucoup Corentin. Donc Axel Witzel Limited, c'est pas un petit cadeau. Moi j'ai rien demandé, c'était une surprise magnifique de ta part. Écoute Corentin, je te remercie d'avoir été mon invité aujourd'hui. Je te souhaite le meilleur pour le futur, aussi bien sur Sorare mais également pour ta chaîne YouTube. Et je te dis à très bientôt sur les réseaux sociaux. Et merci à toi d'avoir pris le temps de me recevoir aujourd'hui et à tous de nous avoir écoutés. C'était vraiment un plaisir et une bonne découverte pour une première expérience. Et je te souhaite aussi tout le meilleur pour cette émission qui, je pense, pourra faire beaucoup plus d'audimat dans le futur. Et merci à tous et à bientôt sur les réseaux. Oui. Encore merci à Corentin, alias Monaco76. J'espère que ce podcast vous a plu. N'oubliez pas de commenter et de faire des suggestions dans les commentaires du compte Twitter de Mediasorare ou en allant directement sur le site de mediasorare.com. Et si vous désirez que j'analyse votre galerie comme celle de Maruzuke aujourd'hui, suivez le compte Twitter de Mediasorare, surtout qu'il y aura la belle carte limitée d'Axel Witzel généreusement offerte par Corentin qui sera à gagner. Je vous donne rendez-vous au prochain podcast dans 2 semaines. D'ici là, je vous souhaite à tous d'excellentes Game Week et des jolis rewards. C'était Magic Mehdi de Mediasorare.com. Mediasorare, le premier podcast francophone dédié à Sorare.